Eh bien, dans ce chapitre qui s'intitule Activation, intéressons-nous aux alcools et en particulier leur activation pour les transformer en bons réactifs nucléophiles. Présentation tout d'abord des alcools et des hétéroxydes. Les alcools et les phénols ont pour formule générale ROH, R étant un groupe phényl par exemple dans le cas des phénols. Il existe trois classes d'alcools, les alcools primaires, secondaires, tertiaires. Le carbone fonctionnel ici porte un groupe hydroxyle OH. Lorsqu'il est connecté à un seul groupe alkyle et porte deux atomes d'hydrogène, l'alcool est primaire. Quand ce même groupe porte deux groupes alkyles différents et un seul atome d'hydrogène, eh bien, nous dirons que l'alcool est un alcool secondaire. Et enfin, quand le carbone fonctionnel lié au groupe OH porte 1, 2, 3 groupes alkyles, il s'agit d'alcool tertiaire. L'environnement d'un alcool est l'environnement de l'atome de carbone du groupe fonctionnel de l'alcool est de type AX4E0. L'environnement est donc un environnement tétraédrique d'après la méthode VSEPR. Quelques mots sur un des alcools très connu et utilisé qui est le méthanol. Le méthanol, vous voyez les pictogrammes qui révèlent la dangerosité de la manipulation de cet alcool qu'on essaie de remplacer par exemple par l'éthanol dans nos synthèses organiques. Les phénols ont eux cette formule générale, alors c'est pas forcément un groupe phényl, ce sera donc un groupe phényl pour nous. En tous les cas, c'est un groupe phényl qui porte un groupe hydroxyle, encore une fois OH, mais le carbone ici n'est pas un carbone tétraédrique, mais trigonal, puisque son environnement est de type AX3E0. Donc ça n'est pas la même géométrie que autour d'un alcool, comme nous l'avons vu précédemment. Donc en fait, la réactivité des alcools et des phénols va être sans doute semblable parce qu'elle va être due à la présence d'un groupe hydroxyle, mais il y aura quand même des différences puisque nous aurons des groupes ici qui sont différents également entre les alcools et les phénols. En voici un exemple, le phénol, la vanilline ou encore le bêta-naphthol avec deux cycles accolés. Le passage à l'anion alcoolate. En fait, les alcools ROH ne sont pas de bons nucléophiles. Qu'entend-on par là? On entend en fait que ces doublets ne sont pas très enclins à réagir avec un C électrophile delta+. Par contre, en les déprotonnant, en leur faisant perdre un proton ici, eh bien, nous allons avoir trois doublets ici et une charge négative moins. Et dans ce cas-là, la réactivité des alcools en tant que nucléophiles est fortement augmentée. Donc, un moyen d'augmenter ou de rendre plus nucléophiles les alcools est de les transformer en leur base conjuguée qu'on appelle les anions alcoolates pour les alcools et les ions phénolates pour les dérivés du phénol. Passage de l'alcool à sa base conjuguée, nous venons de voir que c'est un moyen d'augmenter la nucléophilie des alcools. En fait, dans ce cas-là, il faut regarder si les alcools ont une bonne aptitude à céder leurs protons. Autrement dit, il faut les envisager comme étant des acides qui vont céder un proton. Alors, regardons le bilan de la réaction quand ces acides, j'entends acide, la capacité à céder un proton des alcools, réagissant sur l'eau, donne RO- plus H3O+. RO- c'est l'anion alcoolate. Regardons quels sont les pKa. Les pKa sont tous très supérieurs à 14. Donc, autrement dit, Cl- c'est un reliquat. CH3OH ou l'éthanol ou ces autres alcools sont des acides indifférents dans l'eau et l'eau ne va pas être capable de leur prendre leurs protons. Donc en fait, si l'on veut transformer l'alcool en l'anion RO-, ça n'est pas sous l'action de l'eau. Et ça n'est pas non plus sous l'action des ions HO-, puisque les ions HO- ne sont pas suffisamment basiques pour déprotoner les alcools.
Donc, nous remarquons aussi que, en fait, là nous avons un alcool nullaire, primaire, secondaire, tertiaire. Il semblerait que les alcools qui soient les acides les plus faibles, ou autrement dit, qui ont une force en tant que base qui augmente, eh bien, sont les alcools tertiaires. Donc, les alcools tertiaires sont les moins acides et les alcools primaires, voire nullaires comme CH3OH, sont les plus acides. Nous pouvons remarquer la grande différence qu'il y a dans l'eau quand nous observons par exemple le comportement de l'alcool CH3OH et de sa base CH3O-, le pKa vaut 15,7. Or, dans le cas du bromophénol ou même du phénol, nous sommes à 10, 9,35 et 7,15. Autrement dit, l'acidité, elle augmente lorsque le pKa diminue, ainsi, c'est-à-dire que le phénol apparaît comme étant beaucoup plus acide qu'un alcool. Pourquoi? Nous essaierons donc de répondre à tout ceci dans quelques minutes, à travers aussi quelques exercices que je vous proposerai. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces alcools ne sont pas de bons acides. Et donc, il va falloir des bases qui soient très fortes pour être capables de leur prendre leurs protons. Les alcools, si vous voulez, ne cèdent pas facilement leurs protons. Il va falloir vraiment que ça soit une base très forte qui le leur arrache. Eh bien, en fait, une base B- sera capable de déprotoner un alcool si son pKa, le pKa de la base, est supérieur à celui de l'alcool. Autrement dit, si nous souhaitons prendre le proton d'un alcool, eh bien, il faudra prendre une base dont le pKa est supérieur à celui de l'alcool. Par exemple, ici, eh bien, nous nous rendons compte que les alcools donc, sont situés ici à droite parce que ce sont des donneurs de protons. Eh bien, l'alcool ROH est situé ici. Seules les bases ayant des pKa supérieurs, donc disons à 17 et 20, vont être capables d'arracher, de prendre le proton des alcools. Alors voici quelques exemples. Sachant que le pKa d'un alcool est voisin de 15, 16, 17, eh bien, seules les bases dont le pKa sera supérieur à 17 vont être capables de déprotoner les alcools. Eh bien, ça n'est pas le cas de la base Cn-, ni si celle-ci, 50, elle va pouvoir déprotoner l'alcool. Cette base qui est l'ion éthanoate ne pourra pas déprotoner l'alcool. Cette base forte, ou qu'on appelle le LDA pour diisopropylamidure de lithium, pourra déprotoner un alcool. Un ion H- également, mais CH3S- non. Donc en fait, les bases qui sont capables de déprotoner les alcools sont celles-ci. L'alcool va être déprotoné, il devient un ion RO-, et un ion RO- est un bon nucléophile. Alors, je vous ferai remarquer simplement que nous allons utiliser la base NaH, et la base NaH n'a absolument pas les propriétés que peut avoir NaBH4, parce que NaBH4 est un réactif nucléophile, c'est-à-dire fournit des hydrures nucléophiles qui vont s'additionner sur le groupe carbonyle, alors que NaH fournit la base forte H-. Donc vous voyez, des réactivités vraiment totalement différentes. Faisons le point. L'alcool n'est pas un bon nucléophile, nous allons le transformer en bon nucléophile en le faisant passer sous sa forme basique, l'ion alcoolate. Comment? Par action d'une base forte, lesquelles NaH ou le LDA. Un autre moyen aussi de faire perdre un proton à un alcool est de le soumettre à l'action d'un réducteur. En fait, le réducteur va prendre H+, et va donner des électrons pour former H2. Donc, deux moyens de transformer un alcool en sa base conjuguée. Je m'attarde sur la réaction avec les réducteurs.
Sous l'action d'une base très forte, on sait que l'alcool pourra être déprotoné. Que se passe-t-il avec un métal très réducteur? Alors déjà, les métaux très réducteurs sont lesquels? Ce sont les alcalins. Donc l'idée va consister à opposer à l'alcool ROH un métal alcalin, le lithium, le sodium ou le potassium, de façon à lui prendre son proton pour le transformer en le bon nucléophile RO-. Nous observerons un dégagement de H2 et la formation d'ion M+. Par exemple, avec le sodium, 2 fois CH3CH2OH, l'éthanol traité par le sodium métallique, donc j'insiste bien, hein, c'est un petit morceau de sodium ici solide, va donner 2 fois CH3CH2O-, 2 fois l'ion éthanolate, plus 2Na+, plus H2. Nous avons notre bon réactif nucléophile. Eh bien, ceci va être mis à profit dans une synthèse que vous devez bien connaître et bien reconnaître aussi dans les sujets, ceux que nous appelons les synthèses de Williamson. En fait, il y a toujours 2 étapes dans une synthèse de Williamson. La première va consister à faire partir le proton de l'alcool, donc sous l'action d'un métal réducteur, puis l'anion énolate qui a été obtenu, ici, est opposé à un dérivé Rx pour donner donc ROR', c'est le bilan d'une réaction de substitution nucléophile que vous connaissez parfaitement. Suivant la classe de R'X, il s'agira d'une SN1 ou d'une SN2. Et nous obtenons ce que nous appelons des hétéroxydes. La synthèse de Williamson, eh bien, 2 étapes, vraiment à connaître, hein. C'est 2 fois ROH plus 2Na donne 2 fois RO- plus 2Na plus H2. Puis après, deuxième étape, substitution nucléophile, où l'on transforme RO- par réaction avec R'X en hétéroxyde ROR', plus X-, le nucléofuge, plus H2. ROR' étant un hétéroxyde. On reconnaît ces séquences lorsque vous avez déjà un réactif au départ qui est l'alcool. L'alcool qui est opposé au sodium métallique va donner l'anion alcoolate. L'anion alcoolate, réagissant sur Ri, va être transformé en hétéroxyde. Voici le bilan d'une telle séquence. Le butane 1-ol réagit avec le sodium métallique pour donner l'anion butane 1-olate plus Na+. Puis, celui-ci, A, est mis à réagir avec l'iodoéthane. L'iodoéthane, c'est un dérivé Ri qui est primaire. La réaction va s'effectuer par le mécanisme SN2. Donc ça, c'est pas nouveau en fait, cette deuxième étape, hein. Ce sera SN1 ou SN2, la plupart du temps SN2, et on va obtenir un hétéroxyde. Ce groupe CH3O- s'appelle le groupe méthoxy. HO-, c'est hydroxy, CH3O-, c'est méthoxy. Nous venons de former, alors la chaîne carbonée la plus longue, elle est en 1, 2, 3, 4, donc c'est un dérivé du butane, et il y a le groupe méthoxy en position 1. Nous dirons que B est le 1-méthoxybutane. Voici d'autres exemples. La réaction ne peut pas avoir lieu dans l'eau parce que les anions alcoolates réagissent totalement avec l'eau. Et donc, l'anion alcoolate ici, par exemple formé dans le butanol ou dans le DMSO, va réagir avec un mécanisme de type SN2 encore une fois. Ici, vous avez un alcool, hein, il faut reconnaître un alcool, et ici un dérivé Rx, en l'occurrence un dérivé chloré. Que faut-il remarquer? Que vous avez un alcool, qu'on le traite par une base très très forte, NaH. Or, nous avons vu que NaH était une des bases susceptibles d'arracher le proton. Donc l'alcool va réagir dans la première étape avec la base. Ça, c'est le solvant, ou disons le mélange de solvants. Vous allez former l'anion alcoolate, c'est-à-dire qu'on va déprotoner ici. Puis vous allez avoir une réaction de type, probablement encore là principalement de type SN2. SN1 parce qu'il y a une stabilisation aussi. Et vous allez former donc ce dérivé-ci. On vous demandera dans un sujet d'expliquer, de détailler le mécanisme des 2 étapes. Donc premièrement, réaction de type acide-base. Puis deuxièmement, à partir de l'anion alcoolate, réaction de substitution nucléophile.
Donc le donneur d'hydrure H- est là, c'est une base forte. Le dérivé chloré qui va intervenir dans la deuxième étape, mais tout d'abord la déprotonation de l'alcool. Donc alcool, dérivé chloré, milieu basique, on obtient un éther-oxyde. Un autre exemple, nous avons vu tout à l'heure que le pKa du phénol est voisin de 10. Donc il n'est pas nécessaire là d'utiliser une base extrêmement forte, c'est-à-dire que vous pouvez vous contenter d'utiliser NaOH et les propriétés basiques de l'ion hydroxyde. HO- va réagir sur le groupe OH en arrachant le proton. Vous allez former l'ion phénolate, Phi-O-. Phi-O- va réagir avec CH3Br. CH3Br, une réaction de substitution SN2 là aussi, et vous allez former donc ce dérivé. Ce dérivé, vous voyez, a souvent comme intérêt de protéger le groupe OH en le convertissant en un groupe OCH3. Donc c'est une séquence que nous reverrons et qui est très commune avec les phénols lorsque nous voulons protéger le groupe OH. On le protège sous la forme d'un groupe méthoxy et puis à la fin, bien sûr, il faudra effectuer une déprotection. Ici, peut-on proposer une façon d'accéder à cette petite molécule qu'on appelle un époxyde ou aussi de l'oxacyclopropane. Vous reconnaissez ici la fonction alcool, là un dérivé chloré, et ça c'est en fait un éther-oxyde, c'est de la forme ROR', sauf qu'il est cyclique. HO-, c'est à la fois un réactif nucléophile et un réactif qui possède des propriétés basiques. Réactif nucléophile, s'il réagit ici, nous allons obtenir l'éthane 1,2-diol, mais on ne voit pas après comment va s'effectuer la cyclisation. Donc ce que nous pouvons proposer ici, d'autant plus que nous travaillons dans la partie qui s'intitule synthèse Williamson, eh bien c'est d'abord une réaction de type acide-base où l'anion HO-, l'ion hydroxyde, va déprotoner le groupe OH. Vous allez former un anion alcoolate. Et que remarquez-vous là ici? Que vous avez dans la même molécule l'anion alcoolate, RO-, et ici le dérivé halogéné. Donc que va-t-on observer? Une réaction de substitution nucléophile, sauf que ici cette réaction va être intramoléculaire. C'est-à-dire que l'alcoolate, il est ici, c'est cette partie-ci de la molécule, et en fait va réagir sur le site électrophile ici, avec départ du nucléofuge Cl-, et vous allez obtenir l'époxyéthane. Nous avons donc réussi à interpréter le fait expérimental. Notons aussi que vous avez ici plusieurs fois la fonction éther, ici, ici, ici. Et nous verrons en exercice que ceci s'appelle des éthers couronnes, ça a la forme un petit peu de couronne, et ils ont valu, ces synthèses d'éthers couronnes, elles ont valu à M. Jean-Marie Lehn un prix Nobel de chimie obtenu donc en 1987 pour avoir mis au point la synthèse d'éthers couronnes. Alors avec ici un nombre d'atomes qui peut être différent, et donc vous allez avoir des grands éthers couronnes avec une grande cavité ou des tout petits éthers couronnes, et vous voyez qu'on ne pourra pas dans ce cas-là piéger les mêmes ions. Certains pourront passer à travers la grande cavité, d'autres seront au contraire retenus. C18, le voici, vous voyez, par rapport à C15, bon, c'est pas tout à fait à la même échelle, mais on se rend compte que dans C18, on a un volume plus important, donc ce ne sont pas les mêmes types de cations qui vont pouvoir être retenus là ici. Voilà, prix Nobel en 1987 avec Kram, Lehn, donc, et Petersen. Alors, est-ce que cette synthèse Williamson est intéressante? Oui, parce qu'elle va permettre d'obtenir des éther-oxydes. Mais elle ne le sera pas tout le temps. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez une base, un ion tertio-butanolate que vous avez formé, par exemple, en utilisant du sodium ou NaH, et par SN2, vous allez obtenir cet éther-oxyde. Ok? Bon, on pourrait se dire aussi que peut-être que nous sommes partis donc de ce fragment-ci, CH3O. Ben voilà, CH3O. Et puis, en fait, l'atome de chlore était, ou ici diode, mais j'ai pris un atome de chlore, situé sur cette partie-ci de la molécule. Et donc, on peut envisager la synthèse de ce composé-ci
par cette voie-ci ou par cette voie-là. Mais vous voyez que en envisageant la réaction de substitution nucléophile sur ce dérivé chloré, on ne peut pas négliger, on ne peut pas oublier que CH3O- possède des propriétés basiques et donc va être capable aussi de déprotoner le dérivé pour observer bien non pas une réaction de substitution nucléophile, mais une réaction de alpha-bêta, de bêta-élimination, selon le mécanisme E2. Donc en fait, vous voyez, ça limite quand même l'intérêt de ces synthèses de Williamson avec les dérivés RCl quand ils ne sont pas primaires ou nullaires, parce que on craint beaucoup trop la compétition de la substitution avec les réactions d'élimination. Donc ce n'est pas ainsi qu'il faudrait que nous procéderions. C'est la fin de ces séquences. En fait, il faut surtout retenir cette séquence de Williamson qui a pour but de d'abord transformer un alcool en sa base conjuguée, soit par l'action d'un métal alcalin comme le sodium, soit par l'action d'une base très très forte. L'anion ensuite réagit sur un dérivé RX et nous obtenons un hétéroxyde. Nous allons poursuivre l'activation des alcools, mais avec une réaction dans le chapitre suivant complètement différente.